Depuis un certain temps, les fake news, des intox et rumeurs sur la situation sécuritaire dans le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord circulent beaucoup dans les réseaux sociaux. Ne pas réagir à ces infox, c'est faire le jeu de l'ennemi. Que dit l'armée face à toutes ces accusations? Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord sera face à la presse ce mercredi à partir de 18h15 sur la radio FARDC 88.5 MHz. Un rendez-vous à ne pas manquer. Voulez-vous réagir à cette émission? Contactez-nous au 09 94 42 41 32 ou roubanimoucha@gmail.com. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes en train de suivre Radio FARDC. Nous sommes dans ces studios de cette émission Face à la presse. Aujourd'hui, nous recevons le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, Anthony Mwalusha, le lieutenant Anthony Mwalusha. Dans ces studios aussi, des journalistes de différentes chaînes de la ville de Béni. Nous avons notamment Kawankoi Eric, le rédacteur en chef de la radio-télévision Wanzou Béni. Nous avons Mila Kayenga, il est journaliste à la radio Moto Béni. Et également, les dames sont là. Nous avons Aminata Moussaïdizi de la radio FARDC, Roger Mbakoulirai, il est aussi rédacteur en chef de la radio Oasis et le directeur de la radio Grâce FM TV. Lui, on l'appelle Bolemou Juvenal. Il est dans ses studios. Mesdames, Messieurs de la presse, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler sur la situation sécuritaire pendant que nous sommes dans l'état de siège à Ville de Béni. Monsieur le porte-parole, directement, nous allons commencer par la première question. Le président de la République a instauré l'état de siège dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. Et la population était contente et nous savions très bien que c'est la paix qui arrive. Mais on continue à constater des cas d'insécurité et grandissantes à Ville de Béni parce que ça fait un an, il n'y avait pas de cas d'insécurité à Béni, mais voilà, Rwangoma a été encore attaqué. Il y a dans plusieurs villages dans le territoire de Béni, Ituri, même chose. Est-ce que l'état de siège vraiment vous aide? Est-ce que ça vous aide à avancer? D'accord, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue d'abord les auditeurs qui nous suivent à ces moments. Et je suis de cœur avec tous ceux qui ont perdu le leur. Je partage les douleurs au nom du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Pour revenir à votre question, vous avez dit si l'état des sièges nous aide exactement à exercer notre travail sur le terrain. J'ai dit oui, exactement, ça nous aide parce que dans les opérations contre l'ennemi qui est un terroriste, et il faut toujours qu'il y ait des mesures spéciales, n'est-ce pas, qui interdisent, n'est-ce pas, parfois d'autres libertés de la population. Dire qu'on constate l'insécurité grandissante, je souligne grandissante, c'est faux. C'est faux parce que depuis que l'état de siège a commencé, c'était le 6 mai, si je ne me trompe pas. Et si on fait le bilan, vous allez comprendre que le bilan est vraiment glorieux. Le bilan est à notre faveur. Je sais qu'il y a des symptômes au milieu de nous, que je suis disposé à répondre à toutes vos questions sans tabou. Et je vais vous montrer noir sur blanc que l'état de siège évolue très bien, que l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo aide également les FARDC à bien mener les opérations sur le terrain. Pourquoi on parle de l'insécurité grandissante? C'est parce que d'abord, voilà, aujourd'hui, il y a des bombes qui sont implantées un peu partout. Il y a Rwangoma qui vient d'être attaqué pendant qu'on venait de faire toute une année sans attaque en ville de Béni. Il y a des imams qui sont tués dans des mosquées. Alors, quand on analyse toute cette situation, on pense qu'il y a l'insécurité qui grandit en ville de Béni. Très bien. Avant qu'on décrète l'état d'urgence, j'avais tweeté un jour pour dire que ça fait 2 ans que Béni n'a pas été attaqué, que Béni est en sécurité. J'avais enregistré des injures partout. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que vous venez de se joindre à moi pour confesser officiellement devant votre public que vous avez fait 1 année et demie sans l'insécurité à Béni. C'est-à-dire, au moment où les élèves passaient nuit à la mairie, il y avait la sécurité. Là, vous êtes sûr avec moi que j'avais raison. Alors, pour revenir à votre question, pourquoi l'ennemi a changé cette méthode? La question des bombes. Il faut dire qu'il y a des vraies et faux bombes.
Alors pourquoi? C'est d'abord pour la psychose, créer la psychose au sein de la population. Et avant-hier, j'ai vu même quelque chose d'une télécommande de la télévision Canal+, déposée là, et puis on dit une bombe. Et quand on ouvre là, on trouve du sable. C'est ça l'ennemi c'est ça la stratégie d'un terroriste. Un terroriste, c'est créer la peur, la terreur là, au sein de la population. Combien de fois nous avons dit, nous sommes arrivés sur le terrain et nous avons vu, constater qu'avec les experts, bien sûr, que ça n'a rien à voir avec une bombe. Mais seulement qu'on a besoin de cette intention-là. L'ennemi ne veut pas passer une journée, 2 jours, 3 jours sans qu'on parle de lui. Alors c'est pourquoi il cherche des stratégies. Parfois des bombes, parfois des trucs. On ne sait même pas donner quel nom à ces pièces. Tu vois? Et vous avez parlé des imams. J'ai salué tous les musulmans qui nous suivent à présent. Mais écoutez, vous savez, à un certain moment, il faut se dire la vérité en se regardant dans les yeux tout droit. Je sais que parfois la vérité blesse, mais ce n'est pas la faute à celui qui dit la vérité, c'est la faute à la vérité elle-même. On a trouvé cette vérité comme ça et puis on doit le dire. Écoutez, quand tu me parles des musulmans, analysons le cas des mosquées récemment avec le cas d'Ali, chez Ali. Okay? Comment expliquer dans une mosquée où il y a des hommes et qu'un inconnu entre, il passe le premier rang, deuxième, troisième, arrive au premier rang là où s'est trouvé l'imam au milieu des quatre responsables et tire, il sort sans qu'on le vue, sans que personne n'y réagisse. À 5 minutes après ces forfaits, les forces de sécurité arrivent et ce sont eux-mêmes, ces adeptes-là, ils barricadent des routes, ils ne facilitent même pas les terrains, ils chassent les forces de l'ordre. Il y avait quelque chose à cacher, entre guillemets. Ça, c'est la vérité. Je suis sûr et certain que les services continuent leur stratégie des renseignements sur le terrain et nous aurons encore d'autres vérités qui vont sortir dans ce dossier. Je ne veux pas polémiquer là-dessus. Donnons le temps au temps et nous allons en savoir plus. Et aussi les avocats du chien, tout ce que vous voulez dire, ils étaient quelques jours chez nous. On les a reçus par l'ancien commandant secteur opérationnel. Ils ont posé leurs problèmes. Les chiens étaient sous menace et les forces de l'ordre ont interpellé le chien pour les garder, pour sa sécurité. On l'a dit, mais c'est pour sa sécurité. Lui-même a refusé. Et même l'avocat qui, à un certain moment, après l'événement, il a fait une déclaration, il a signé un document lui-même garantissant la sécurité de ce monsieur. Alors, vous voulez quelque chose de son contraire ou vous savez ce que vous êtes en train de faire. Là, je ne veux pas qu'on indexe les forces armées de la République démocratique dans ces dossiers. Ce n'est pas les problèmes des forces. Il y a quelque chose. Donnons le temps à la justice. Nous allons en savoir plus. Merci beaucoup. Je m'appelle Kawankoy Eric, rédacteur en chef à la radio-télévision Rwanzuru Béni. Voici ma première question. Si à Ituri, l'armée annonce avoir pilonné 5 bastions de l'ennemi et que le commandement s'est installé à Komanda, quelle appréciation avez-vous des opérations militaires de la région que vous contrôlez dans le secteur Sokola 1 où il n'y a pas un feedback? Deuxième question. Je pense que je peux répondre déjà parce que je ne suis pas intelligent pour retenir toutes ces questions. Je pense qu'on peut aller question-réponse. OK. Vous me parlez de la situation qui se passe à Ituri. À Ituri, c'est une opération autre que la nôtre. OK. La situation d'Ituri, on ne peut pas la comparer à notre situation. J'arrive. Oui, qu'en est-il de votre région? Soyez calme. OK. Avant-hier, je vous informe en passant que j'étais en Dimou. En Dimou, c'est déjà au-delà de notre secteur. C'est-à-dire l'axe Ituri. Nous étions avec le commandant, le général commandant secteur Ituri et le général de brigade Kasonga Maluba, avec qui on a planifié ça ensemble. Et je ne peux pas vous dire qu'après Ituri, on fera quoi, tout ça, c'est dans la stratégie militaire. Sois patient et tu verras ce que tu vas avoir dans quelques jours. Mais le problème avec nous, c'est qu'on est tellement pressé qu'on veut que comme dans un film de Rambo, que tout ça se termine dans 1 heure. Nous ne sommes pas dans un film que tu as vu des Américains débarquer et prendre le ville. C'est ça la réalité. Nous devons nous adapter à ça et appuyer les forces armées de la République pour
qu'on arrive à la fin. La guerre, je l'ai toujours comparée à un match de football ou bien une équipe de football où même si on a manqué un penalty un jour, ça ne restera pas éternellement. Nous soutenons des meilleurs joueurs qui ratent aussi par moments des débuts, mais cela ne pousse pas les supporters de quitter l'équipe. C'est toujours votre équipe, vous avez le devoir de soutenir. Comme disent toujours les Américains, oui, c'est notre armée de voyous, oui, mais c'est notre armée, nous les aimons comme ça. Oui, ma deuxième question est celle-ci. Vous avez communiqué récemment après l'attaque de Rwangoma que vraiment l'armée a fait son travail, l'armée a poursuivi l'ennemi, l'armée a neutralisé 7 éléments. Les sources concordantes de Rwangoma jusqu'à l'Est n'ont pas avalisé cette question. Les habitants disent que c'est faux et très faux. Vous pensez, quand vous analysez l'aspect mariage civilo-militaire dans cette région, comment vous interprétez ça lorsqu'on dit que c'est faux ce que vous avez dit? Très bien. Moi, je n'aime pas quand dans une société qu'on parle de la population, parce que la population est estimée dans des millions de personnes. Je ne pense pas que toi, avec ton micro, tu as posé la question au-delà de ces millions. Alors, je pense que tes sources t'ont confirmé que c'est faux. Très bien. Admettons que c'est faux. Quand on poursuit l'ennemi, la population qui a dit c'est faux là était où? Et quand la guerre se passe, la population, la même population qui vous donne de vrais bilans, que vous avez confiance, participe avec leurs Kalachnikov aux opérations ou bien ils sont dans leur maison et ils ont quand même des vrais bilans. C'est une question, je pense que ça va vous aider à avoir quand même des réponses. Dans cette région, nous devons quitter notre couverture, la carapace comme la tortue. Nous devons être flexibles. On vous dit... L'armée a tué, vous dites c'est faux. Quand les ADF prennent leurs anciennes photos et vous balancent dans les vidéos, vous dites que c'est vrai. Vous faites confiance aux ADF ou bien vous faites confiance à votre armée. Alors, la guerre se passe où? À Rwangoma, dans une agglomération, dans des quartiers, ou bien ça se passe ailleurs? C'est ça la question qu'on devrait se poser. Alors, on va commencer maintenant à prendre la population avec nous derrière pour aller dans le champ des théâtres, dans les théâtres des opérations, pour voir combien nous avons tué. Nous sommes une armée, nous ne sommes pas une rébellion. Quand nous tuons, nous devons venir avec les photos pour exposer. Nous sommes une armée professionnelle républicaine qui respecte les lois de guerre. Contrairement à votre chère rébellion que vous aimez, qui vous expose les images pour vous convaincre et accepter ça. Je vous dis que nous avons travaillé et nous avons neutralisé 7 ADF et récupéré 5 armes AK-47. Si vous avez des doutes, vous avez qu'à passer au CCO pour voir les images et les résultats qui sont là. Merci. Merci beaucoup. Je suis Juvenal Boulem, le directeur de la radio Grâce FM Béni. Juste par là de l'état de siège, quelles sont les avancées sécuritaires dans la région de Béni après l'attaque de Rwangoma? Et ça a été après 48 heures qu'on puisse prendre en otage la population. Il y a eu alerte. Quelles sont les avancées que l'armée est en train de faire juste après cette attaque, donc dans l'état de siège? Très bien, merci beaucoup. Dans l'état de siège, je vous rappelle, avant-hier, j'ai parlé qu'on a arrêté 3 grands collaborateurs à Kassédi. Il n'y avait pas un militaire, ce sont des civils. Okay? Alors vous avez comprendre qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a aussi certains de nos compatriotes qui planifient comment aider encore davantage la population et aider encore davantage l'ennemi pour tuer, parce qu'ils ont un compte à rendre, n'est-ce pas, à ces ennemis. Alors, vous devez savoir qu'au jour d'aujourd'hui, si je m'autorise encore pour la énième fois de vous faire le bilan de l'état de siège, vous allez comprendre que c'est très avancé. Et il y a un avancé significatif. Au total, maintenant, ça fait 91 personnes collaborateurs que l'armée a arrêtés. Ici, pendant l'état de siège. Nous avons au total 5 véhicules de certains collaborateurs arrêtés et le véhicule se trouve là au CCO. Ils sont là. Donc, pendant cet état de siège, nous avons neutralisé plus de 45 ADF corps vus. Et je vous dis, parce qu'il y a des gens qui pensent que les ADF ne meurent jamais. Alors, je vous dis que les ADF sont vulnérables. Ça, c'est ce qu'on appelle les balles ne choisissent pas qui est ADF, qui ne l'est pas. Donc, on les a tués. Au jour d'aujourd'hui, il est impossible, sauf vos rumeurs dans les réseaux sociaux, de nous dire avec exactitude un patient ADF.
Sauf dans vos imaginations, vous pouvez vous dire que non, à tel endroit il y a. Mais quand on y arrive, vous ne trouverez personne. Ça, c'est déjà un avancée significatif. Je peux vous dire aujourd'hui, la ville est en train d'être checkée chaque jour, 24 heures sur 24, par les forces de l'ordre. C'est un avancé. Et aujourd'hui encore, c'est tellement difficile que la population donne l'impression de ne pas être avec l'armée. On a comme impression, c'est pas quand même comme impression, on sait que se passe maintenant que la population, dans son ensemble, s'arrange derrière son armée. Ça n'arrive pas tous les jours et n'est pas n'importe quel jour, n'est pas dans n'importe quel pays. Pour votre information, aucune armée du monde, en Afrique, dans le monde, ne combat les terroristes seuls, sauf au Congo. Ça fait au moins quelques années que les FARDC sont seuls, alors je dis seuls, contre les terroristes. Nous avons toujours dit que nous faisons face aux terroristes, les gens se moquent. Et aujourd'hui, il y a des kamikazes qui s'explosent. Mais les Saint-Thomas d'hier ont changé leur langage. Tu vois? Alors, à un certain moment, il ne faut pas toujours se passer comme un professionnel de la question sécuritaire. À un certain moment, il faut avoir l'esprit d'écoute. Écouter d'abord avant de parler ou bien avant de mettre son point de vue. Merci. Bonjour à tous, je suis Aminata Moussaïdizi de la radio FARDC. Ma question est de savoir est-ce que l'armée était vraiment préparée pour cet état de siège? Quelque chose qui est en train de nous inquiéter au niveau de la population, moi et la population. Et c'est quoi? Donc, depuis avant, l'armée parlait d'une guerre asymétrique. Et aujourd'hui, lorsque le chef de l'État il a déclaré l'état de siège, nous avons pensé qu'il venait déjà de chercher des moyens à faire. Donc, comment l'armée va travailler pour que cette guerre puisse vraiment finir. Mais on s'inquiète que jusqu'aujourd'hui, vous continuez toujours à vous dire que non, ce qui cause le problème, c'est la guerre asymétrique. Depuis avant, est-ce qu'on ne vous a pas vraiment préparé pour cette guerre asymétrique? Très bien. Une très bonne question, madame, qui suscite encore des polémiques, quoi. Un peu de polémique au sein de la population. OK, je vous réponds sans tarder. Il faut retenir une chose. Il ne faut pas considérer la question sécuritaire une matière exclusive pour l'armée. C'est ça l'erreur, la grande erreur avec le peuple congolais. C'est ça. Pensez que pourquoi vous n'avez pas fait ça? S'il n'y a que l'autre qui peut faire quelque chose, pas soi-même. Ça, c'est la première question. Est-ce que vous étiez préparé pour l'état de siège et pour la guerre asymétrique, je dis? Oui, dans l'état de siège. Dans l'état de siège. La question, c'est oui. Oui, pourquoi? Tous les officiers militaires qui commandent ont toujours... proviennent des écoles, des académies militaires où on enseigne, on apprend la guerre asymétrique et comment... Oui, c'est dur, la guerre asymétrique, c'est dur, mais il y a toujours des méthodes de collaboration pour mettre fin à cette guerre asymétrique. La meilleure méthode pour mettre fin à la guerre asymétrique, c'est la collaboration, c'est la participation de la population dans cette guerre. Comment la population peut participer? Je vous donne l'exemple. Tous les collaborateurs que nous avons arrêtés, ils ne restent pas au ciel, ils ne passent pas nuit au ciel, ils passent nuit dans la cité, là où il y a la population. Mais pourquoi, pendant tous ces temps, la population ne les dénonçait pas? Est-ce que la population ne savait pas qu'ils collaborent? Ça, c'est une question. Il y a toujours des questions qu'on se pose, mais qu'on ne donne pas la réponse. On pense que c'est l'autre qui est habilité à me donner la réponse. Ce n'est pas un jeu de ping-pong où l'armée acquise la population, la population acquise l'armée. Nous devons passer cette étape. Nous devons travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est-à-dire quoi? On n'a pas demandé à la population de descendre sur le champ de bataille et de commencer à tirer des kalachnikovs contre l'ennemi. Non, le problème, c'est quoi? Les collaborateurs qui donnent la force à l'ennemi. Imaginez l'ennemi qui est venu de l'Ouganda, de Tanzanie, d'ailleurs. Où est-ce qu'il a trouvé des SIM Vodacom pour appeler RTL? C'est au Congo. Qui fait les transactions monétaires? Ce sont les Congolais. Les médicaments qu'il utilise, c'est au Congo. Qui les transporte? Les motards congolais. Alors, madame, vous voulez quelque chose et son contraire. Mais si vous coupez, parce que dans une guerre, ce qui donne la force à l'ennemi, c'est la logistique, c'est l'armement. Où cet ennemi trouve les munitions, où cet ennemi trouve
la logistique dans son ensemble, le médicament, ce n'est pas ailleurs, c'est au Congo. Qui les donne? Les Congolais. Qui veut la paix? Les Congolais. Est-ce que vous comprenez que vous voulez quelque chose de son contraire? On ne dit pas que c'est tous les Congolais qui sont derrière l'ennemi. Mais le problème, c'est que même le peu là, qui collabore, constitue une menace pour les opérations. Parce qu'il y a toujours un adage qui dit « Mieux vaut un ennemi connu avec certitude qu'un ennemi inconnu ». Quand on se passe comme un sous-marin, on est trop dangereux, on peut faire beaucoup de choses. Merci. Voilà, merci beaucoup. C'est Milan de la radio Moto Béni. Tout au départ, vous avez parlé de la question des bombes qui reste d'actualité à Béni. Et vous avez parlé notamment des histoires là qui sont montées de toutes pièces. Vous avez donné l'exemple des télécommandes. Je voudrais savoir ce que vous pouvez dire aux auditeurs si parmi les enjeux qui sont déjà répertoriés à Béni, combien ont été avérés de vraies bombes et il y a combien qui semblent être des bombes fictives? C'est la première question. Ah oui, effectivement. Dans l'ensemble, nous avons enregistré au moins 7 dans l'ensemble, mais oui. Deux seulement sont des vraies bombes artisanales. Non, une bombe artisanale qui a explosé avec le kamikaze qui les portait. Et deuxièmement, ce qu'on a découvert hier, c'était une bombe de type chinoise. Alors, tu vas comprendre que exactement, il y a 2 bombes. Vous oubliez peut-être celle de l'église. Je m'excuse. Je m'excuse. Oui, je peux ajouter celle de l'église Emmanuel. Ça fait 3 bombes jusque-là. 2 artisanales et une bombe de type chinois qui a été découvert hier, pas plus tard qu'hier, et a été explosée sur place même par les spécialistes. Le reste, ce sont des faux vrais, quoi. Voilà, merci beaucoup. Et l'autre question, peut-être la dernière, que pensez-vous à une opinion qui estime que peut-être comme l'état de siège n'a pas payé, il faudrait peut-être réorganiser les opérations ou en fait le secteur opérationnel Sokola 1 et mettre fin à l'état de siège? Jusque-là, c'est ton opinion personnelle. Moi, pas seulement pour moi, c'est une opinion qui circule. D'accord, ok. De grâce, vous devez comprendre une chose. Nous faisons... L'ennemi engage au-delà des opérations, ok? Il y a aussi les opérations médiatiques et psychologiques, ok? C'est au moins 3 fronts, ok? Si nous tombons toujours à chaque instant dans des pièges, des communications opérationnelles de l'ennemi, c'est-à-dire nous allons tomber aussi dans le jeu de l'ennemi. Je vous donne l'exemple. Quelqu'un qui a dit non, qui a salué. Non, tel commandant doit partir et telle autorité doit partir. Toutes ces autorités-là sont parties. Aujourd'hui, non, l'armée ne fait rien. Il y a des chefs coutumiers ici qui ont déjà fait 5 ans. Ils doivent partir. On est en train de faire partir, de remplacer des nouvelles unités. Ils sont arrivés. OK? Et maintenant, l'état de siège, lui est toujours exigeant. Il faut demander qu'est-ce que lui a déjà fait pour contribuer à cette paix. À part des critiques dans les réseaux sociaux, à part que tel est mauvais, il doit être remplacé. Il y a des gens qui critiquent beaucoup, mais il y a des gens qui sont incapables d'organiser même leur famille, femmes, enfants, tout ça. Les gérer seulement, c'est un problème. Mais, critiques positives, et on n'en disconvient pas. Il y a des critiques qui amènent à un changement. Ok? Moi, je suis d'accord aux propositions constructives, aux propositions sentimentales. Alors, les gens doivent cesser de parler n'importe quoi, ok? Et je pense que ceux qui critiquaient hier ou avant-hier, quand ils étaient à l'opposition, aujourd'hui, à la majorité, ils ont changé leur langage. C'est comme ça, parce que quand on prend la question sécuritaire, on la politise, ça devient trop dangereux. Vous, aujourd'hui, vous êtes de l'opposition. C'est non, l'armée de tel est en train de tuer. C'est bien bon. C'est la même armée qui sera votre armée quand toi, demain tu seras au pouvoir. Ça sera la meilleure armée professionnelle, ça sera la police. Mais entre-temps, vous avez eu tout le temps, en tant que leader, de contribuer à la paix. Il y a certains leaders ici qui pensent qu'il n'y a que eux qui ont la télécommande et s'ils appuient sur les boutons verts et tout ça va cesser. Mais ils ne veulent pas le faire. Ils sont à Kinshasa, ils sont à Goma en train de critiquer. Ils sont en Europe,
Ils pensent qu'ils sont meilleurs là où ils sont et ils ont des leçons à nous donner. Mais venez faire quelque chose. C'est ça qui est important. Nous devons à chaque fois éviter de se passer pour de meilleurs, de penser que non, si on fait ça, c'est-à-dire, et si on le fait, après 2 jours, tu changes encore. L'homme doit être à un certain moment dynamique. OK? Merci beaucoup, mon lieutenant. Moi, c'est Roger Kambale Kakoulirai. Je suis rédacteur en chef de la radio Oasis. J'ai 2 petites questions. Et la première est celle-ci. Que répondez-vous juste au début de votre intervention, vous avez évoqué l'aspect positif, disons, de l'état des sièges. Et que répondez-vous alors à la société civile qui dit que l'armée, pendant cette période d'état des sièges, est en train de négliger les alertes de la population, surtout à se basant sur les derniers massacres de Rwangoma, où il y avait certains civils qui étaient déjà pris en otage par des rebelles, et les alertes passées, la société civile a alerté qu'il y a des rebelles qui circulent autour de la ville ici à Kalaou, et subitement il y a eu attaque des rebelles dans les quartiers Rwangoma. Merci beaucoup, parce que vous avez une très mauvaise lecture de la situation qui s'est passée à Rwangoma. Je vais vous répondre. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Rwangoma? Exactement, il y a eu nos compatriotes qui ont été enlevés bien avant les opérations. Ça, j'accepte. Et pourquoi? Ces gens-là n'étaient pas enlevés en pleine agglomération de Rwangoma. C'était aux alentours. Ils revenaient de leur champ, on les a kidnappés, ils sont partis. Alors, quelques jours après, l'ennemi les a garantis. Pour leur liberté, il faut qu'ils nous aident à entrer à Rwangoma. OK? Et ce sont ces gens-là, parce qu'ils habitaient l'agglomération, ils maîtrisaient toutes les positions militaires. Ce sont les gens qui ont aidé l'armée et l'ennemi à entrer à Rwangoma nuitamment. J'ai dit bien nuitamment. L'ennemi les avait garantis que si on entrait à Rwangoma et qu'on ne se rencontrait pas avec le militaire, vous aurez la vie sauve. Et le contraire, on va vous tuer. Face à la mort, le choix est clair. Les amis ont aidé l'ennemi à entrer en Rwangoma. L'ennemi a tué la population, 9 au total, selon les renseignements à notre disposition. Et nous déplorons ce qui est arrivé et nous présentons pour la énième fois nos sincères condoléances à la famille. Et maintenant, dire qu'on a négligé les alertes, c'est trop fort. C'est trop fort. Nous sommes ici pour protéger la population. Si nous appelons la population à collaborer, à nous appuyer, c'est dans ce sens-là. Maintenant, la mauvaise manière que les ennemis de la paix utilisent, c'est faire ces alertes dans les réseaux sociaux. C'est ça, c'est que moi j'ai toujours condamné. Qui m'a déjà envoyé l'alerte parce que mon numéro est connu? Qui? Si c'est 1 ou 2 fois, 1 ou 2 personnes, on a toujours intervenu en temps réel. Maintenant, imagine-toi, l'ennemi qui a des collaborateurs dans les réseaux sociaux. Dans le groupe WhatsApp, par exemple, qui a plus de 250 personnes. On ne se connaît pas. Dans les 250 personnes-là, c'est difficile de détecter qui collabore, qui ne collabore pas. Et maintenant, vous voyez l'ennemi, par exemple, ici, à Malépé. Vous alertez dans les réseaux sociaux. Ses collaborateurs alertent aussi à leur tour l'ennemi. Faites attention, on vous a déjà détecté là où vous êtes. Vous pensez que l'ennemi va faire quoi? Il va prendre même 2 minutes là-bas, il va partir. C'est aussi ça, les stratagèmes de l'ennemi. Donc, il a ses collaborateurs dans chaque secteur. Nous devons faire très attention pour orienter nos alertes. Oui. Parfois, ce qui décourage, c'est quand il y a des alertes et qu'on arrive sur le terrain, on ne trouve rien. Et effectivement, il y avait l'ennemi. Mais parce que les alertes ont été faites, par exemple, dans les réseaux sociaux, l'ennemi était déjà au courant, il est parti. Oui, peut-être la dernière question que je vais poser, c'est revenir sur la situation des bombes qui se vit actuellement à Ville de Béni. Et vous dites jusque-là, il y a déjà au moins 7 bombes qui ont été enregistrées. Et dans les 7 bombes, il y a seulement 3 qui sont réelles. Alors, est-ce que les alertes
de la population sur des bombes qui sont fictives ne vous fatigue pas? Est-ce que ce n'est pas des alertes de trop? Non, ce n'est pas de trop. Pourquoi? D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit, dans plusieurs médias, quand j'interviens, j'ai dit, bon, c'est d'abord un signal fort que la population est attentive. À chaque, que ce soit une bombe vraie ou fausse, mais dis-moi, on a alerté. C'est vraiment un message très fort pour voir que la population collabore réellement avec la population. Ça ne nous fatigue pas, rassurez-vous. Monsieur le porte-parole, bien avant, vous disiez que vous cherchez la collaboration de la population pour vous accompagner, accompagner son armée. Aujourd'hui, vous venez de dire que la population est rangée derrière son armée. Donc c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce que vous attendez encore de la population pour que vous parveniez à mettre fin à ce théâtre de guerre dans le Grand Nord? J'ai comme l'impression qu'on tourne là. On n'évolue pas. Je vous ai dit ceci. Je n'aime pas parler de la population dans son ensemble, ok? Et c'est pourquoi j'ai toujours dit aux journalistes, il ne faut pas me dire que mon lieutenant, la population pense que parce que tu n'as pas interrogé toute la population. Les collaborateurs qu'on a arrêtés, c'était dans la population. C'était dans la population. Moi, je pense que quand on dit, on appelle chaque fois à la population à être toujours derrière nous, c'est parce qu'on sait qu'il y a des gens qui se fatiguent facilement. Okay? On sait qu'il y a des gens, quand il y a encore un événement malheureux, parce que c'est ça l'objectif de la population et de l'ennemi, toujours engendrer des événements malheureux pour, n'est-ce pas, séparer la population de son armée, la population de ses institutions. Mais non, ceux qui ont l'esprit, la fragile, qui veulent maintenant tourner le dos contre nous et regarder dans la direction de l'ennemi, c'est ça que nous appelons chaque fois de rester fidèles. La fidélité paye. Il y a un mariage civilo-militaire. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ta femme n'a pas bien préparé le foufou que tu vas quitter la maison. Il faut toujours être patient. Dans le mariage, il y a toujours des problèmes. Mais après tout, on est Congolais, on doit rester soudés. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons toujours avec cette émission. Vous, mesdames, Messieurs les journalistes, si vous avez encore des questions, vous pouvez poser le porte-parole. Merci beaucoup. Je vais d'abord revenir à ce qu'a dit le porte-parole, malgré qu'il est en train de dire qu'on ne doit pas dire que la population, mais nous sommes obligés de le dire. Je pense bien qu'avant l'attaque de Rwangoma, vous avez été alerté. Et quelles sont les mesures que vous avez préparées juste pour sécuriser la ville de Béni? Et là, je me base surtout aussi de Rwangoma ainsi que l'attaque qui a eu lieu à Ndimo, au même moment au Thomas Ber, il y a eu aussi vers Bonassoula avec les ADEF. Quelles sont les mesures que vous avez eues? Parce qu'il y a eu d'abord alerte 48 heures avant. Et à part ça, je vais juste poser la deuxième question. Et avec cette nouvelle stratégie des menaces, des enjeux explosifs qui sont en train d'être installés en ville de Béni, votre honneur, quelles sont les précautions que peut adopter la population avec cette menace que nous sommes en train de vivre à ville de Béni? Et pour compléter cette question, monsieur, lorsqu'il parlait de Rwangoma et autres, et je voulais demander aussi, vous, en tant qu'armée, aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a aucun bastion de rebelles ADF. Et vous pensez que les ADF qui continuent à attaquer de partout, Ituri, Béni, partout dans la ville, ils proviennent d'où, si vous avez déjà neutralisé tous les bastions des ADF? Merci d'abord pour vos pertinentes questions. Je suis ravi. Et notre journaliste parle de l'avant Rwangoma. C'est l'avant l'événement Rwangoma. Vous étiez alerté. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour protéger la population? Je viens de dire en long et en large qu'il y a des mesures, mais ne me poussez pas à les dire ouvertement devant les micros. Pourquoi?
Parce que je pense que nous avons à un certain moment le sentiment de tout savoir, de tout connaître. La curiosité tue. À un certain moment, on a toujours l'adage là qui dit ça. Pourquoi la curiosité tue? Ne pensez pas que tous ceux qui nous suivent là, il n'y a pas aussi les ADF avec leurs radiorécepteurs. Donc, nous devons toujours mettre dans la tête que parce que l'ennemi a sa façon de communiquer, c'est-à-dire il intercepte aussi nos communications et il change des méthodes. Alors, ce qui est d'abord pour la ville de Béni, ça s'est fait. Vous êtes au courant, à 21h, il y a déjà couvre-feu, c'est officiel, c'est déjà alerté. Les gouverneurs militaires, à travers son porte-parole, a instauré les mesures sécuritaires. Au niveau local, il y a le maire de la ville qui a déjà instauré les systèmes de couvre-feu. C'est déjà connu. Mais au-delà des opérations, qu'est-ce que l'armée est en train de faire? En tout cas, c'est le sexe des anges. Vous n'aurez pas la réponse ni à travers Anthony, ni à travers un autre officier. Alors, vous n'aurez pas la question. Retenez tout simplement que l'armée travaille pour la sécurisation de la population, point barre. Je reviens à votre question. Vous avez demandé... Alors, vous nous avez dit, en tant qu'armée, vous avez nettoyé, récupéré, ce que vous voulez, les bastions, tous les bastions de l'ennemi. Et ceux qui tuent là proviennent d'où? Point d'interrogation. C'est une question très, très importante. Écoute, récupérer les bastions de l'ennemi ne veut pas dire finir tous les ADF. Ça, c'est vrai. Dans chaque guerre, il y a toujours des rescapés. Qui connaît là où il y a le commandement des ADF? Personne. Alors, si vous connaissez, il faut me donner l'information. Et moi, je vais aussi canaliser ces informations et nous allons vérifier et faire les opérations là-dessus. Je vous dis ceci. Les ADF, parfois, ils changent de tenue. Parfois, c'est tenue militaire. Parfois, c'est tenue civile parce que ceux qui sont venus récemment à Ronkouma étaient en tenue civile. Imaginez que le message que l'ennemi donne, c'est quoi? C'est commencer à s'attaquer à la population civile. Parce que c'est la population qui est en tenue. Okay? Imaginez que votre armée, si elle n'est pas professionnelle, on dit tel est Maïmaï, on tire, tel est ADF, on tire. Finalement, on va terminer toute la population. C'est ça le jeu que l'ennemi veut nous amener. En tant que professionnel, en tant qu'une armée professionnelle, on ne peut pas tomber dans ces pièges. Ceux qui tuent au jour d'aujourd'hui, ils se sont, grâce à leurs collaborateurs, mélangés dans la population. Ça, c'est vrai. Maintenant, c'est nous armées, nous, renseignements militaires, civils, parce que quand vous parlez souvent, c'est... Mais les bureaux de ne font rien les TD. L'ANER, c'est composé de civils, oui. L'ANER, c'est aussi le renseignement, oui. Alors, le renseignement, l'ANER doit travailler. Et bureau de TD doit travailler. D'abord, il travaille déjà. Les motards qui transportent la population doivent travailler. Parce qu'à un certain moment, j'étais très content. J'avais pris une moto. Et il y a un motard qui m'a fait parler en Kinande. Alors, j'étais bloqué. Je n'avais plus de réponse. Et le gars était tellement, il s'est inquiété, il m'a vu, mais il m'a vu suspect. Et moi, j'étais vraiment très content avec ces gestes. Hier, pas plus tard qu'hier, au niveau de la banque, vous avez vu qu'un compatriote a échappé à la mort, justement à cause de son sac, on devrait le lapider. Non, c'est celui les poseurs de bombes. Voilà. Si c'était l'intervention de la police, il allait être lynché. Alors, ce que nous condamnons maintenant, je sais que ça fait très mal, la population a beaucoup souffert et la population a besoin de la paix. Et quand on parle de quelqu'un, on peut le coller l'étiquette des ADF, on va les lyncher. La justice populaire n'est pas bonne. Je condamne ça. Et aussi, il ne faut pas tomber dans le piège de l'ennemi qui va maintenant nous pousser à nous attaquer à nos tribus. Récemment, les trucs de Banyaboucha, les trucs... En tout cas, c'est un débat, en tout cas, de la pierre taillée, de l'âge de la pierre taillée, qu'on ne peut pas revenir. À ce moment ici, nous devons parler Congo. Nous devons laisser les trucs des tribus. Je sais que chacun de nous sort de quelque part, mais quand on arrive aux États-Unis, ce qui fait la fierté des États-Unis, c'est les drapeaux américains.
on n'a pas vu les drapeaux des Bachou, des Nande, des Kassaïens, des Bakongo. Non. C'est les drapeaux congolais qui doivent nous unir. C'est sous les drapeaux que nous devons tous travailler. Aujourd'hui, au sein de l'armée, ceux qui meurent ici, parmi les militaires, tous ne sont pas originaires d'ici. La majorité provient d'autres provinces. Et comme aussi, il y a des Bachou, les Nande, les originaires d'ici, qui meurent aussi au Kasaï, à Lubumbashi, au Katanga, avec les Bakatakatanga. C'est presque la même chose. Voilà la seule institution qui reste encore nationale, c'est l'armée. Moi, lieutenant, je vous ai retenu un mot. Vous venez de le dire. Personne ne sait là où il y a les commandements des ADF jusque-là. Je voudrais savoir à quoi tous les capturés, vous parlez des grands collaborateurs qui sont déjà arrêtés. Maintes fois, vous nous avez présenté les collaborateurs et même les capturés. Justement, à quoi sert tout ce que vous avez arrêté, même sur la ligne de front, même dans différentes opérations? À quoi vous sert ces capturés, mon lieutenant? Très bien. C'est une très bonne question. Je réponds ceci. Madina se trouve où? Il y a combien de Madina? Il y a autant. Madina, c'est un lieu où on donne l'idéologie. Donc, l'ennemi donne l'idéologie aux nouveaux recrues. Nous avons récupéré Madina. OK? Et après, l'ennemi est parti quelque part, il s'est choisi un endroit et il a nommé le nom Madina. Nous avons récupéré encore. Et à chaque fois, rappelez-vous, ici à Beni, les journalistes m'ont toujours posé, même avant moi, c'était Azukai et les autres, ils ont toujours dit, mais combien de fois vous allez nous dire que vous avez récupéré Madina? Mais ce n'est pas le même endroit. Ce n'est pas le même endroit. Madina se déplace partout. Avant-hier, on échangeait avec le commandement du secteur du Ruturi. Et là-bas aussi, il y a un autre Madina. Tu vois? Et c'est pour vous dire que même si vous tuez quelqu'un, aujourd'hui, Moussa Baloukou, c'est déjà, selon eux, c'est déjà une fonction. Il y aura toujours un autre Moussa Baloukou qui va remplacer. OK? C'est comme ça, c'est pour tromper la vigilance. Et d'ailleurs, chez eux, on les dit souvent qu'ils ne meurent pas. Et même s'ils mouraient, ils vont aller auprès d'Allah. Je ne sais pas, il y a des musulmans ici qui peuvent nous dire ça. Auprès d'Allah, ils auront cette femme, cette jolie femme, il faut accepter, il faut compléter ça. Cette jolie femme avec de véhicules, ils seront très bien. Alors, tu vois que c'est une idéologie qui pousse d'abord un combattant à mourir et aller plus vite pour récupérer cette femme. Alors, vous devez comprendre que les capturés que nous avons, ils sont pour beaucoup de choses. Et des choses très, très, très importantes. Si nous avons les renseignements aujourd'hui pour récupérer d'autres collaborateurs, c'est grâce à eux. On capture un, deux, on l'exploite, ils nous donnent d'autres informations qui nous aident à aussi aller loin. C'est comme ça. Et si la population s'hasardait, n'est-ce pas, à les lyncher, par exemple, tu verras que la ligne, là, les réseaux, là, ne sera plus linéaire, ça va se couper. Alors, c'est pour vous dire que les captures, on les exploite. Et on bénéficie de beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire ici, mais ils sont très importants pour nous. À la fin de compte, on va les mettre à la disposition de la justice. Merci. Merci. J'ai une autre question. Je vais juste parler, tout comme ça se parle au quartier. Pas de la population cette fois-ci. Oui, c'est la population. Et si vous trouvez, par exemple, que peut-être vous ne connaissez pas tellement la forêt de la région, parce que avoir bien dans la région de Beni, beaucoup de militaires qui sont ici ne sont vraiment pas des originaires. Pourtant, chez nous, nous avons eu certains jeunes qui se sont formés à un moment à des groupes armés. Ils sont là, mais pourquoi est-ce que l'armée voudrait les neutraliser ou alors les demander de quitter, ils veulent les démobiliser au lieu de les prendre seulement parce qu'eux, ils connaissent bien le milieu. Ils peuvent, donc, vous les prenez pour qu'ils travaillent ici même. Comme ça, eux, ils vont aider les autres qui ne connaissent pas les milieux à dénicher facilement parce qu'ils savent très bien tous les coins qui existent. Est-ce que vous ne pouvez pas directement prendre ces jeunes-là qui ont formé certains groupes armés et les mettre comme... vous allez appeler ça des bataillons, je ne sais pas comment, ou des régiments, comme ça, et ils aident l'armée loyaliste, ils travaillent directement dans l'armée comme ça.
Je n'ai pas bien suivi votre question, mais je vais essayer de m'expliquer pour si j'ai mal compris, vous allez m'orienter. Vous dites que, par exemple, les gens, les Maïmaï ici, vous ne voulez pas les citer ainsi, les combattants Maïmaï qui, qui maîtrisent bien le milieu, et qu'on les récupère, qu'on les donne les uniformes militaires et qui travaillent au sein de l'armée et qui sont affectés ici. Oui, vous pouvez qui constituent des compagnies ou bien des brigades pour faire face à l'ennemi, c'est ça? Voilà. D'accord. Parce qu'ils connaissent très bien le milieu et ils peuvent vraiment arriver à bien dénicher les auteurs là des massacres. Très bien. Et je vous dis, en fait, c'est une histoire, c'est déjà connu, c'est pas un secret. Et notre armée, a connu plusieurs moments et bien étapes. Il y a eu d'abord l'étape des brassages. On fait le brassage avec qui? Ceux qui étaient en brousse, qui connaissaient mieux les terrains. Vous avez déjà la réponse? Je pense. Alors, il y a eu toutes ces étapes, c'est-à-dire mixage, tout ça. C'est-à-dire, il y a des gens. Quand on capture le monsieur, un ADEF, un Maïmaï, on les met à la disposition des... Même parfois, on capture quelqu'un qui parle Kinandé. On a les Nandés parmi nous qui nous facilitent. Ne vous en faites pas, madame. Il y a des gens au milieu de nous qui maîtrisent bien la forêt, qui maîtrisent bien cette forêt. Il y a des natifs qui sont là avec nous. Et ils nous aident beaucoup, beaucoup. Alors, on ne peut pas, une armée professionnelle ne peut pas récupérer les Maïmaï, les donner les uniformes et puis c'est exposé. Les Maïmaï, là, sont des patriotes. Les problèmes avec eux, c'est que parfois les autres, parce que ce ne sont pas les anciens Maïmaï, qui avaient ce souci-là de protéger sa population. Oh, mais les Maïmaï actuels, là, ils s'attaquent à la population civile, ils s'attaquent même à son armée. Et donc, quand les ADF viennent, ils fuient. Et parfois, les ADF le tuent. Alors, c'est les exposer. S'il y a des Maïmaï qui ont accepté des processus de désarmement, ils sont là, ils sont cantonnés, ils vont suivre la formation selon les orientés et les vouloirs du chef. C'est-à-dire, ils peuvent servir dans des il y a plusieurs secteurs où ils peuvent servir les pays. Alors, dire que dans l'armée, ça dépend du jeu du chef. Ce n'est pas moi qui va décider ici. Merci beaucoup. Cette fois, ce n'est pas la population, c'est un journaliste qui aurait écrit. Et quand il écrit, certains habitants maintenant pensent qu'il aurait éclaboussé une entreprise, une firme qui travaille dans le secteur du cacao, d'avoir ravitaillé, c'est pas les terroristes. Et vous, au niveau de l'armée, vous pensez quelle est la source de ravitaillement de l'ennemi du terroriste? D'accord, merci. Je n'aime pas me jeter dans des polémiques. Vous parlez de Nikes, alors qui a parlé, qui a cité, j'ai lu son article, et c'est un journaliste d'investigation. Il a la liberté d'expression. Mais si parfois ils peuvent nous aider à découvrir aussi, à en savoir aussi plus. Ça, c'est pas à mon niveau. Je pense que l'article est entre les mains des services de sécurité. Ils vont s'en occuper. Et Nickel, c'est pas la première fois. Il a travaillé avec nous pendant un certain moment dans les opérations. Il maîtrise un peu quelque chose dans ce qui se passe ici dans la région de Béni. Bon, c'est ici que je vais lui répondre directement. Il m'a pas attaqué. Il n'a pas attaqué l'armée. Il a mené ses investigations, ses enquêtes qui aboutissent à cette conclusion. Je pense que le journalisme d'investigation est reconnu à tout le monde, surtout aux journalistes libéraux. Donc vous pouvez vous spécialiser dans ces domaines et vous devenez aussi un journaliste d'investigation, c'est pas grave. Et maintenant, pour revenir à votre question des sources de ravitaillement, et ça reste entre les mains des agents de renseignement. Et je pense que c'est pas bien de le dire ouvertement ici, mais nous menons aussi les enquêtes. Et parmi les collaborateurs que nous arrêtons chaque fois, et nous avons d'autres informations que nous sommes en train de transformer ça en renseignement. Et voilà pour couper ça. Et imaginez que je dise maintenant que c'est Aminata qui ravitaille l'ennemi. Mais cette nuit, on va tuer Aminata. Et cette nuit, on va lyncher toute sa famille. Et je pense que ce n'est pas le bon moment et ce n'est pas le bon endroit pour dire ça.
Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission. Peut-être si vous avez un petit message à la population sur l'état des sièges. Je m'attendais encore à des questions, mais vous m'avez coupé. Alors, comme le temps, c'est l'argent. Et je pense que ces genres de rencontres devraient d'abord se multiplier pour donner la vraie information à notre population, pour orienter aussi notre population à ne pas tomber dans le jeu de l'ennemi. C'est normal. À un certain moment, on s'efforce ici à Béni de parler, mais vous savez, dans notre coutume, en tant que militaire, on ne parle pas beaucoup. Mais en tant que communicateur, si vous voulez bien, et je suis obligé de dire, d'orienter la population, de donner la vraie information à la population. C'est normal. À la population de la région de Béni, je sais que vous passez un moment dur. Nous passons, parce que même nous sommes la population, nous sommes dans la population, et que à chaque fois qu'il y a un acte macabre de l'ennemi, ça vous pousse à vous révolter, ça vous remonte encore dans l'esprit les anciens souvenirs qui reviennent encore, et ça, c'est ça la volonté de l'ennemi. La volonté de l'ennemi, c'est de nous diviser avec vous. J'ai toujours dit partout où je passe qu'aucune armée ne viendra nous sauver, nous, aucune armée sauf les FARDC. L'armée française est au Mali et travaille, il lutte contre et ça continue, on tue toujours la population. Au Nigeria, il y a d'autres armées, il y a des opérations conjointes, ça continue. Vous ne devez pas vous fatiguer à soutenir votre armée. Vous devez toujours avoir l'esprit que l'ennemi, sa volonté, c'est toucher là où ça fait mal. Et la population, c'est comme un enjeu. Donc, nous sommes dans un match de football où la coupe, c'est la population. Chaque équipe lutte pour avoir cette population. L'ennemi aussi. L'ennemi, quand dans son esprit, quand il pose des dispositifs semblables aux bombes, c'est-à-dire pour prouver à la population que vous n'êtes pas protégé. C'est pour dire à la population que voilà, je viens, j'entre, je dépose, je sors, ça explose et vous n'êtes pas encouragé. Mais vous devez être très vigilante de ne pas tomber dans le jeu de l'ennemi. Ce que moi je peux vous dire, vous, population de Béni, c'est rester trop vigilante. Continuez à alerter sur la question des ADF, sur la question des bombes, mais avec nos numéros. Moi, personnellement, je suis presque dans tous les groupes WhatsApp de la région. Même si je ne réagis pas, je suis là. Et même, l'essentiel, c'est quoi? C'est nous écrire même une box. Donc, message simple, avec détail. Nous, à notre niveau, nous allons intervenir. Nous, à notre niveau, nous savons que c'est tel commandant qui est le plus proche, il peut intervenir en temps réel. Merci. Voilà, merci vraiment d'avoir répondu à nos questions. Merci, chers amis de la presse. Voilà ce qui met fin à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Depuis un certain temps, les fake news, des intox et rumeurs sur la situation sécuritaire dans le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord circulent beaucoup dans les réseaux sociaux. Ne pas réagir à ces infox, c'est faire le jeu de l'ennemi. Que dit l'armée face à toutes ces accusations? Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord sera face à la presse ce mercredi à partir de 18h15 sur la radio FARDC 88.5 MHz. Un rendez-vous à ne pas manquer. Voulez-vous réagir à cette émission? Contactez-nous au 09 94 42 41 32 ou roubanimoucha@gmail.com.